Est-ce que tu es un travailleur social ou un futur travailleur social? Si c'est le cas, est-ce que tu es capable de faire preuve d'écoute? Dans cette vidéo, je te parle de cet atout super important que tu dois acquérir et développer pour pouvoir améliorer ta pratique professionnelle. Alors d'abord, dans un premier temps, à quoi ça sert d'écouter? Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est l'utilité? L'écoute, c'est un outil qui nous permet d'alimenter et d'entretenir la relation éducative avec les personnes qu'on accompagne. Ça nous permet de créer des liens, de la confiance, de la proximité, de la sécurité. Ça nous permet d'avoir une place et une présence avec l'autre. Et en fait, tout ça, ça nous permet d'effectuer un accompagnement éducatif de qualité, si je peux m'exprimer ainsi, et de répondre au maximum aux besoins et aux attentes des personnes qu'on accompagne. Carl Rogers, c'est un psychologue américain qui est très connu pour avoir développé une méthode thérapeutique qui consiste en fait à placer le patient au centre de la relation et des échanges. Et en fait, à partir de ce principe, il a développé un concept qui s'appelle l'écoute active. Carl Rogers, il nous dit en fait que quand on écoute une personne, il ne suffit pas de l'écouter avec le sens de l'ouïe seulement. Mais il faut pouvoir l'écouter en étant concentré, impliqué, présent, engagé, ouvert, objectif, observateur, faire preuve de finesse et d'analyse. Donc là, on voit que c'est pas si facile que ça. Et en fait, on se rend compte que l'écoute active, on n'est plus tellement dans le registre de la qualité humaine, mais en fait, on bascule dans l'ordre de la compétence professionnelle. Maintenant, je vais te présenter 3 techniques qui nous permettent d'écouter activement notre interlocuteur. Une des premières techniques, c'est le silence. Le langage, il apparaît chez l'enfant aux alentours de 1 an et demi. C'est à peu près à cet âge-là que les premiers mots sortent de la bouche. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on se rend compte que avant de parler, on a écouté. Donc c'est important de ne pas vouloir à tout prix combler les blancs. Les blancs et les silences, ils ont une fonctionnalité très importante dans la conversation. Ça permet déjà à la personne de se sentir en sécurité. La personne, elle sait qu'elle dispose et qu'elle jouit d'un espace dans lequel elle va pouvoir s'exprimer sans être interrompue. Ensuite, ça permet à la personne de respirer. Ça lui permet de se poser et d'être dans une position confortable. Ensuite, ça permet à cette même personne d'organiser sa pensée pour pouvoir articuler un discours. Et donc, en partant de ce principe-là, il faut vraiment essayer à tout prix de s'empêcher de finir les phrases des personnes qu'on accompagne, par exemple des enfants ou des personnes qui bégayent. C'est pas parce que les mots ne viennent pas tout de suite instantanément qu'il faut absolument remplir et combler. Également, le silence, il peut être intérieur, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir à un moment donné se contenir et garder le silence, observer le silence. Par exemple, quand on parle avec des personnes, forcément, on a envie de réagir et de rebondir. Le risque, c'est de réagir trop tôt en fait, de répondre alors que la personne n'a pas fini sa phrase. Et en faisant ça, la personne elle va se sentir oppressée, donc elle va se précipiter pour vite dire ce qu'elle a envie de dire. Et du coup, toute la fin de sa phrase, c'est précipité, c'est un peu brouillon et c'est pas forcément audible et compréhensible. Déjà parce que c'est dit à la va-vite. Ensuite, il y a la personne qui parle en même temps. Donc tout ça, en fait, ça crée vraiment beaucoup de déperdition et c'est beaucoup de pertes de valeur. Et malheureusement, on voit ça beaucoup dans les réunions d'équipe. Donc les silences, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler parce que ça a vraiment une grande utilité dans les conversations et les échanges. La deuxième technique, c'est la reformulation. Ici, le principe, ça va être de reprendre l'idée de la personne et de la reformuler avec d'autres termes. Cette technique, elle va beaucoup nous aider, notamment quand on accompagne des personnes qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire, des personnes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, des personnes qui, par exemple, sont dans des situations de tension, de stress, d'angoisse, d'énervement, quand il y a des moments un peu de rush comme ça et qu'il y a beaucoup d'animosité et que la personne balance des mots et des phrases comme ça un peu à chaud et de façon spontanée. Le fait de reprendre l'idée de la personne et de le dire avec d'autres termes, de dire par exemple quand tu dis ça, tu veux dire ça, ça permet en fait au protagoniste de bien se comprendre, ça permet de s'aligner et d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça, bien évidemment, ça permet d'éviter beaucoup de conflits, ça permet d'éviter toutes les mauvaises interprétations, toutes les tensions, toutes les conséquences néfastes qui peuvent découler d'une mauvaise interprétation de certains propos.
Donc la reformulation, c'est voilà, une technique qui est super utile, super pertinente et qu'il faut essayer de pratiquer au maximum quand c'est possible. Troisième technique, identifier les émotions. Ici, l'idée, ça va être de mettre un mot, de verbaliser les émotions que la personne en face de nous semble exprimer. Ça va beaucoup nous aider, notamment quand on accompagne des enfants et des adolescents. Prenons un exemple concret, d'ailleurs qui arrive souvent en MEX. Imaginons qu'il y a un enfant qui s'adresse à un éducateur et qui lui dit « J'en ai marre de ne pas pouvoir regarder la télé quand je veux ». Eh bien ici, plutôt que de répondre à l'enfant « c'est comme ça, c'est les règles », on pourrait peut-être lui répondre « et qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça te fait de ne pas pouvoir regarder la télé quand tu veux ? Est-ce que tu trouves ça injuste ? Est-ce que ça t'énerve ?» Voilà. L'idée en fait, c'est de creuser et d'essayer de trouver et de mettre un mot sur l'émotion que ressent le jeune. Ça permet au jeune, d'une part, de comprendre que ce qu'il ressent, c'est identifié, donc son émotion, elle est identifiée, elle est reconnue et surtout, elle est acceptée. Et ça, du coup, ça permet de poser et d'instaurer un cadre sain, propice à la discussion et à l'échange pour éventuellement justement parler de ce problème et de ce que ressent le jeune à ce moment-là. Donc voilà, tu as maintenant 3 techniques d'écoute active que tu peux pratiquer tous les jours dans le cadre de ton exercice professionnel. Je précise que tu peux évidemment pratiquer ces techniques dans le cadre de ta vie personnelle, tout simplement avec tes amis, avec ta famille, tes proches, dans ton couple, avec toutes les personnes qui tournent autour de toi. Tout ça, ça va permettre d'améliorer tes relations avec ton entourage. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, à échanger à tes collègues de travail, à ton entourage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre l'actualité des vidéos. J'en publie une tous les dimanches soirs. N'hésite pas également à réagir, à poser des questions, à rajouter des choses si tu veux. Franchement, la discussion elle est ouverte, il n'y a pas de souci. Si tu veux une fiche outil dans lequel je reprends tout ce que je dis dans la vidéo et dans lequel je rajoute plein d'autres techniques d'écoute active, parce que là ici je t'en ai présenté 3, mais il faut savoir qu'il en existe plusieurs. Tu peux télécharger l'outil dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Quant à moi, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.